bien, bonjour tout le monde pour cette journée, cette IA Day et ces IA Conf qui auront lieu toute la journée. Cette journée, elle vous est offerte par la Maison de l'Intelligence Artificielle et le département des Alpes-Maritimes, donc lors du World AI Cannes Festival, qui a commencé jeudi, donc avec 2 jours pro et aujourd'hui une journée grand public. Donc le but de cette journée, c'est de faire connaître au plus grand nombre l'intelligence artificielle, ce que c'est, comprendre les tenants et aboutissants, et voilà, et ressortir de là en se disant « Ok, j'en sais un peu plus aujourd'hui ». La Maison de l'Intelligence Artificielle, c'est une initiative départementale, justement pour faire la sensibilisation et la culturation des maralpins et maralpines sur l'intelligence artificielle. Notre première conférence, elle commence avec Stéphane Ledoiré, bonjour, qu'on connaît bien, qui était venu l'année dernière déjà. Stéphane Ledoiré est consultant en système d'information, romancier et conférencier en intelligence artificielle. Tu as écrit un livre dernièrement qui est sorti tout récemment, et tout frais, qui s'appelle Géopolitique de l'intelligence artificielle. Et vous pourrez le retrouver sur le salon du livre de 12h à 14h où tu dédicaceras et tu répondras aux questions des gens si vous êtes intéressés. Et donc la conférence d'aujourd'hui, c'est Travailler demain avec l'intelligence artificielle. Je te laisse la parole. Vaste programme, présentation. Après, il y aura une session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à vous lancer si vous avez des questions. On est là pour ça. Bonne conférence. Merci beaucoup. Merci à la Maison de l'Intelligence Artificielle de m'accueillir pour cette conférence. Le futur du travail, évidemment, avec le temps imparti, on ne va pas avoir trop de temps justement pour développer. Donc, je vais aller un peu vite sur les slides. Je vais vous présenter d'abord le plan que j'avais prévu. Une introduction, j'aime bien faire un peu d'histoire, définir des concepts de l'intelligence artificielle pour pouvoir parler ensuite du travail, et puis ensuite des questions-réponses. D'où je viens très rapidement. Donc j'ai écrit trois livres, 2 romans, Néocortex Révolution, et le 3e qui est un essai de géopolitique. Et je viens du monde de la biologie, j'ai été officier pendant 2 ans, je suis à l'Institut des hautes études de défense nationale, et j'ai une société qui s'appelle DSI Concept, et une édition de IA Concept. Alors très rapidement, je voulais casser un mythe. En fait, on dit on n'est pas bon en maths, on comprend rien, l'intelligence artificielle on comprend pas, etc. Et en fait, vous aimez les maths, peut-être pas, mais peut-être parce qu'on vous les a pas appris de la façon dont moi j'aime les montrer. Et je vais vous dire une première question. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle un nombre carré? Eh bien parce que à chaque fois qu'on prend un nombre carré, il peut faire un carré. 2 x 2, 4, ça fait un carré. 3 x 3, 9, ça fait un carré. C'est pour ça qu'on appelle ça des nombres carrés. Voilà comment les maths peuvent être expliquées autrement. Et en fait, que ce soit les maths, etc. Bon. Je voulais vous parler du groupe de Bourbaki en 1935. C'est un groupe de mathématiciens qui, en France, s'est réuni au quartier latin et a défini que les mathématiques fondamentales, ça serait comme ci, comme ça à l'université, et que le reste, le littéraire, ça serait séparé. Et depuis, en France, on a une séparation entre le littéraire et le scientifique. C'est avec ces gens-là qu'on a eu ça. Aujourd'hui, il est important de remettre de la philosophie dans tout ce dont on parle, l'intelligence artificielle, etc. 1935, en France, on sépare les mathématiques du littéraire. En 1936, on a Alan Turing, qui est un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, qui commence à poser les bases de l'IA. En 1956, on a la conférence de Dartmouth, avec surtout Marvin Minsky, qui invente le terme intelligence artificielle. Il invente ça en termes américains, donc c'est Artificial Intelligence, et j'ai l'habitude de dire que Artificial Intelligence, traduit en anglais, ça ne veut pas dire intelligence artificielle. Sinon, la CIA qu'on connaît tous, c'est la Central Intelligence Agency, ça serait une centrale d'agence intelligente. C'est pas tout à fait ça. Le vrai terme en anglais, ça aurait été smart, si on voulait parler d'intelligence au sens intelligence dont on comprend quand on parle d'intelligence artificielle en France. C'est une date importante puisque c'est là qu'on a défini ce nom. Une autre date importante, 2012, un concours ImageNet, un concours qui définit qu'on met un tas d'images en face des humains qui font 5% d'erreurs en reconnaissance d'images et on met les mêmes images en face d'algorithmes. Et ces algorithmes, vous voyez que jusqu'en 2011, ils font 0,28, 0,26% d'erreurs, donc ils ne font pas 0,05 comme l'humain. Et en 2012, il y a une chute brutale. On divise par 2, et donc là, il y a un gain x2 de reconnaissance d'images par les machines, parce qu'on a introduit des algorithmes qu'on appelle un peu des neurones artificiels, dont vous entendrez parler toute la journée. Et c'est à ce moment-là que des gens se sont dit, là, ça va être bankable, cette histoire-là, parce que ça commence à être puissant. Et vous voyez qu'en 2015,
En 2016, on tombe à des performances qui dépassent l'humain. Et c'est comme ça qu'en fait, les finances sont revenues dans l'intelligence artificielle après un certain nombre d'années où il y avait ce qu'on appelle les hivers de l'intelligence artificielle. On n'en parlait plus, on ne sait pas, voilà. Mais l'IA existe depuis très longtemps. Une autre date super importante pour moi, c'est AlphaGo, le logiciel AlphaGo de la société DeepMind, qui bat Lee Sedol, qui est le numéro 3 du Go. Hein, c'est un Coréen, mais c'est le numéro 3. Et là, en 2016, pour tout le monde asiatique, c'est un moment Spoutnik dans l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et il faut savoir ce qu'on ne sait pas trop, mais en fait, les Chinois ont refait, 2 mois après cette bataille-là, on va dire, on refait un tournoi avec le champion du monde, qui est un Chinois, à huis clos. Avec, vous savez, quand les Chinois font des trucs à huis clos, c'est que vraiment ça se passe pas très bien. Et donc le champion s'est fait laminer. Hein, et 2 mois après, Xi Jinping, le dirigeant chinois, a sorti des recommandations sur l'IA. 2 mois après. Ils ont mis 2 mois à réagir parce qu'ils ont vu que là, il fallait prendre les choses différemment avec cette histoire. Ensuite, évidemment, en 2022, une autre date, ChatGPT, qui est un peu aussi un moment Spoutnik pour l'Europe, puisqu'il y a le monde en fait réalise qu'est-ce que c'est que vraiment que l'intelligence artificielle, qui est quelque chose qui tourne quand même depuis très longtemps dans nos smartphones, dans certaines applications que vous utilisez pour la banque, etc. Mais fin 2022, quand ChatGPT apparaît et est diffusé au grand public, là, on se rend compte vraiment qu'il y a quelque chose qui peut changer le monde. Et on voit la vitesse à laquelle ChatGPT est arrivé dans le monde. Et ça, cette vitesse de diffusion et de propagation est quelque chose que vous avez peut-être découvert là, mais qu'on connaît depuis longtemps et qu'on a déjà vu, mais en back-office, on va dire. Donc ça, c'était la petite historique très rapide. Oh, j'ai un minuteur s'il marche, le minuteur. Alors, quelques concepts d'intelligence artificielle pour comprendre, évidemment, vous donner des petites bases pour la journée. On parle de machine learning et de deep learning. Le machine learning, c'est quand vous avez des algorithmes. Ça c'est des petits algorithmes. Ça, c'est je sais pas, 1 plus 1 égale 2, c'est un algorithme. Hein. 1 plus 1 égale 2, donc il fait un premier calcul, un deuxième calcul, un troisième calcul. Et le réseau de neurones, on appelle ça un réseau de neurones, en fait, ce qu'il fait, je vais très vite, hein, je suis désolé, mais pas trop de temps, il fait un premier calcul et puis il va donner son calcul, son résultat à 1 ou 2 neurones, ou 3, même, il peut même aller là. Et puis celui-là, il va faire son deuxième calcul, il va aller là, etc. Ça, c'est le réseau de neurones. Derrière, là, il y a un humain qui va dire, bah, tiens, je t'envoie une voiture en entrée, on regarde ce que tu fais, et là, ça doit sortir une voiture. Si ça ne sort pas une voiture, qu'est-ce que fait l'humain? Il va tourner des petits boutons, là, un par un, pour que, à la fin, la voiture en entrée soit bien une voiture en sortie, que le chat en entrée soit bien un chat en sortie. Donc ça, c'est du machine learning et c'est ce qu'on appelle un apprentissage. Donc l'humain va apprendre au réseau de neurones à calculer les bons passages entre les différents curseurs pour que l'entrée soit bien ce qu'on veut en sortie. D'accord ? Et le deep learning, c'est quand on a remplacé l'humain par une série de neurones comme ça, auxquels on a déjà appris tout ce que fait l'humain là. Donc en fait, la voiture est en entrée, un premier réseau va dire aux autres, moi je veux qu'en sortie il y ait une voiture. Et le deep learning donc exclut un peu l'humain du calcul. D'accord ? C'est la différence entre machine learning et deep learning. Une autre façon de voir les choses, on parle de convolution et de classification. On a une image, on va prendre une petite partie de l'image qu'on va disséquer en carré. Ce carré, on va encore le disséquer en petits carrés, encore un petit carré, encore un petit carré. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une convolution. Et ensuite, ces petits carrés qu'on a, on va les classer en disant, là, c'est la petite partie qui tourne, c'est la petite partie grise, c'est la petite partie bleue, et on va faire des statistiques dessus. Et à partir de là, c'est comme ça qu'on classe ce qu'on a trouvé en convolution, et c'est à partir de là qu'on peut reconnaître des éléments d'une image avec un logiciel d'intelligence artificielle. Je vais très très vite, évidemment, c'est très simplifié, mais ça vous permet de comprendre tout ce que vous voyez ensuite. Et donc ensuite, on a un entraînement, une production. La première chose qu'on fait avec un algorithme, on va l'entraîner. On va dire, voilà, je te présente des bananes, vertes, jaunes, rouges, machin. J'ai un modèle que j'ai fait tout à l'heure, avec un humain ou en deep learning sans humain, et en sortie, il doit y avoir effectivement une banane. S'il y a une pomme, ça ne va pas. Une fois qu'on l'a entraîné, on le met en production.
Et donc là, on fait tourner la chose et tout va bien. Une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que c'est que l'IA faible et l'IA forte? Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais on va revenir. Hop. L'IA faible et l'IA forte, en fait, il faut considérer, il y a encore une image à retenir pour la journée. Aujourd'hui, dans les intelligences artificielles, on en est là. Il y en a une qui va être la rouge, par exemple, ça va être les intelligences artificielles qui servent à piloter des voitures. Ça fait piloter des voitures. Si on prend la jaune, là, ça va être ChatGPT, ce qu'on appelle les modèles de langage. Ça va être ça. La bleue claire, ça va être, je sais pas moi, la reconnaissance faciale. C'est une intelligence artificielle. Aujourd'hui, il n'y a pas de connexion entre ces différents types d'intelligence artificielle. On ne peut pas les relier entre elles. On ne peut pas mettre ChatGPT pour conduire une voiture. On ne peut pas mettre... voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des IA faibles, parce qu'elles sont cantonnées à un secteur. L'IA forte, c'est le jour où toutes ces IA-là deviennent une lumière blanche. C'est-à-dire qu'il y a une IA qui sait faire autant conduire une voiture, autant parler, autant faire de la reconnaissance faciale. Et là, on rentre dans quelque chose qui est plus global. Et c'est là qu'on parle d'IA forte. Et c'est là qu'on commence peut-être à avoir des problèmes de conscience, est-ce que la machine est consciente, etc. Pour l'instant, rappelez-vous, on en est ici. Il y a une époque, les chercheurs disaient qu'on n'aurait jamais ça, on n'aurait jamais une IA forte. Et certains chercheurs disaient non, c'est pas possible. Certains disaient ça sera dans 20, 30 ans. Aujourd'hui, ça a un peu changé et on parle plutôt de 10 ans. Et ceux qui disaient ça n'arrivera jamais disent aujourd'hui ça va arriver. Il y a des chances que ça arrive. On n'exclut pas. Alors les LLM, c'est quoi? Les LLM, c'est ChatGPT, etc. Large Language Model, hein, c'est des modèles de langage. Voilà. Comment ça marche? Eh ben, en fait, en entrée, comme tout à l'heure, on met une entrée, une sortie. En entrée, on met une phrase ou un début de phrase. Et on va la segmenter et on va sortir un pourcentage de chance que dans la réponse, on ait quelque chose. Alors on peut avoir une amie, on peut avoir une chanteuse, c'est une très bonne copine, etc. Et en fait, tout ça, c'est fait par quelque chose qu'on appelle le transformer et qui, lui, a pour objet de dire « je dois choisir la meilleure sortie possible ». Ça, c'est sa première hypothèse. Je dois sortir, s'il y a 35% que la phrase c'est une amie, je dois dire c'est une amie. Mais en même temps, et c'est ça où c'est... Voilà, il a aussi le fait de dire je dois être dans la diversité, je dois proposer différentes parties dans la phrase. Donc parfois, je vais proposer c'est une chanteuse. Parce que je ne peux pas tout le temps dire c'est une amie, parce que mon codage à moi, le transformer, il est soit je dis le plus haut pourcentage, soit je dis quelque chose qui change un peu pour diversifier, que ça soit un peu plus intéressant. Et c'est comme ça qu'on arrive à des choses un peu particulières et parfois des hallucinations quand le langage, le ChatGPT ne sait pas quoi dire, mais il va vous sortir quelque chose qu'il va inventer parce que là, il ne sait plus quoi dire ici. Il a déjà sorti 50 fois la même chose et il va sortir autre chose, mais qui n'existe pas parce qu'il faut qu'il soit différent un peu. Et c'est là qu'on a des citations qui n'existent pas, des noms de gens qui n'existent pas, etc. Ce qu'on appelle des hallucinations. Et ça, ça travaille avec ce qu'on appelle la prédiction de la suite. La prédiction de la suite, c'est pas sur le nom lui-même ou pas sur la lettre, c'est plutôt sur des phonèmes ou plutôt sur des choses comme ça. C'est pas tout à fait une prédiction sur le nom. Et évidemment, ça se sert aussi de toute ce qu'on appelle la big data, toutes les grosses bases de données qui existent dans le monde, que ce soit les bases du web, que ce soit les bases de Wikipédia, que ce soit les autres bases qu'on a récupérées, etc. Là, ils ont tout aspiré et ce logiciel travaille dessus. Alors, justement, le workflow, c'est celui-ci. On prend le World Wide Web, on prend les web texts, le Wikipédia, tous les livres numérisés aussi. On prend tout ça, on fait passer le Next Token Prediction, donc le transformer dont je vous parlais. On le met dans ChatGPT 3, c'est à partir de ChatGPT 3 que ça s'est fait. Et on a un triple entraînement. Encore une fois, il faut imaginer que, rappelez-vous le début, on a un début, une fin, et au milieu, on a des humains qui trient les données. Ben là, c'était pareil, ils ont trié les données en regardant les conversations idéales. Est-ce que Émilie, c'est une amie? Est-ce que c'est une professeure, une danseuse ou quoi? Conversation idéale, un classement qui est fait par des humains. Donc, il faut imaginer que pendant des années, il y a eu des humains qui ont classé tous ces noms avant que ChatGPT arrive sur le marché. Et après, on regarde les réponses automatiques préférées ou
diverses. Ça va, j'espère que je ne vais pas trop vite, mais j'ai pas trop de temps. Alors, j'aimerais bien vous donner tous ces concepts. Et donc après, on a tout un tas de propositions. Alors la complexité, c'est quoi? J'aimerais aussi faire un focus sur la complexité, parce qu'on a du mal à comprendre ce que c'est que la complexité. Le cerveau, c'est 85 milliards de neurones, 85 milliards, d'accord? La Chine, c'est 1,5 milliard, 1,4 milliard de personnes. Les connexions, c'est 85 milliards. C'est comme s'il y avait 85 Chines, quoi. Enfin 80 et 70 Chines. C'est tout un neurone, quoi. La complexité, c'est énorme. Et chacune de ces 85 milliards de neurones engendre 1000 milliards de connexions. D'accord? Donc 85 milliards de neurones par rapport à 1,5 milliard de Chinois, à peu près, pour vous donner une idée. Et voilà. Et on est capable de faire avec ça, spécial dédicace à quelqu'un qui est dans la salle, on est capable de faire des choses très complexes, des montres automatiques qui marchent avec des petits rouages, etc. Voilà. Alors, on va regarder ce que c'est que le pétaflop. Est-ce que quelqu'un sait calculer le pétaflop? Le pétaflop, on va commencer comme tout à l'heure, on prend 1 million, ça c'est 1 million en banque on va dire, voilà, 1 milliard c'est ça. 1 milliard on imagine que c'est à peu près la population chinoise. Vous prenez la population chinoise, vous enlevez 400 millions, bon. Vous leur donnez à tous, à chaque personne, vous leur donnez 1000 calculettes, d'accord? 1 milliard de personnes, vous leur donnez 1000 calculettes. Et à tous, vous leur dites, en même temps, appuyez sur la touche égale. Et là, vous avez un pétaflop. D'accord? C'est ça la puissance de calcul, un pétaflop. On reprend 1 milliard de personnes, 1 milliard. On est 6 milliards sur Terre, 7 milliards. Hein. Vous donnez 1000 calculatrices à chacun et on appuie sur la touche égale. Et là, on a la puissance de un pétaflop. Et je vais vous donner maintenant la liste des 10 premiers supercalculateurs du monde, aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 1,1 hexaflop, 442 pétaflops. D'accord? Donc on imagine que là, le deuxième, juste le deuxième, il y a 442 fois 1 milliard de personnes qui ont 1000 calculatrices. 442 fois ça. Et ils appuient tous sur la touche égale en même temps. C'est ça la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui. La différence, c'est que le cerveau, il a besoin de 0,5 watts pour marcher au maximum, alors que là, au niveau énergétique, on est dans des machines qui demandent énormément d'énergie. C'est la grosse différence. Mais il faut essayer d'arriver à voir de quel chiffre on parle quand on parle de puissance de calcul. Alors évidemment, l'intelligence artificielle et le travail. Alors évidemment, on n'arrête pas le progrès. Vous savez ce que c'est ça? C'est un étrier. Et un étrier, on pense que l'étrier, il y a deux possibilités, mais on pense que l'étrier a permis, notamment à Charles Martel, de repousser les Arabes à Poitiers en 732, parce que il savait, avec les étriers, ils pouvaient lancer des flèches, ou les lanciers pouvaient tenir des lances, et ça a développé toute la chevalerie, ça a développé toute la royauté, etc. Ça vient des étriers, simplement. Une technologie, on n'arrête pas le progrès. En 10 000 ans, on a eu 6 technologies primordiales. L'agriculture, la roue, l'écriture, les métaux, la voile, la poterie. En 10 000 ans, 6 primordiales. Après, c'était en 1000 ans. En 1000 ans, on a eu 6 autres technologies primordiales. La poudre à canon, l'imprimerie, la boussole, les horloges, la lunette, le moulin à vent et à eau. Ça, c'est des technologies qui, à l'époque, ont révolutionné le monde. Et puis, ça se rétrécit encore, de 10 000 ans à 1000 ans. Et là, en 100 ans, on est passé à 7 technologies primordiales. L'électricité, l'automobile, l'avion, l'ordinateur, l'Internet, la radio et la biotechnologie, le génie génétique. Et effectivement, ça a créé quelques soucis. On va parler de, par exemple, la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle, qui a commencé en Grande-Bretagne, puis qui s'est diffusée en Europe. On est passé de l'artisanat à la manufacture, à l'usine, pour développer une économie industrielle. Ça a fait plein de problèmes. On a eu aussi ça, le passage de la mécanisation agricole. On est passé de ça au tracteur, 19e, début 20e. On a introduit le tracteur, on a introduit la moissonneuse-batteuse, ça a créé la fin de la main-d'œuvre, ça a créé la migration en ville, l'exode rural qu'on apprenait quand on était petit à l'école. Et puis il y a eu ça, l'automatisation, la robotique et la baisse du besoin humain. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, selon certains, là, il y en a qui disent on n'y arrivera jamais. Ça, bon, vous connaissez Elon Musk,
Vous connaissez sa boîte qui s'appelle Neuralink. Ça, c'est le robot qui vient de sortir, qui permet d'opérer un humain pour lui mettre une petite électrode comme ça, là, qui va être complètement autonome avec une puce intégrée sous le cerveau, enfin sous la calotte crânienne, et qui va permettre à tout un chacun dans le futur d'être un homme augmenté, puisque pour lui, on n'y arrivera jamais. Donc pour lui, il faut augmenter les humains. Il y en a d'autres qui disent on n'y arrivera jamais, mais on ne va pas non plus devenir transhumanisme. Ça, c'est Sam Altman, c'est le fondateur de ChatGPT. Et lui, pour lui, il veut un revenu universel pour tous. Parce que c'est plus simple d'avoir un revenu universel pour tous, plutôt que de tous augmenter. Ça va faire des différences entre ceux qui peuvent se faire opérer, ceux qui ne peuvent pas se faire opérer, etc. Et puis, il y en a d'autres qui sont Ray Kurzweil de Google, Larry Page, le cofondateur de Google aussi, qui disent, eux, nous, on va faire du post-humanisme. On va laisser la place à l'intelligence artificielle, parce qu'on ne peut pas être augmenté assez vite pour rattraper l'intelligence artificielle dans le futur. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? On est parti d'une réforme éducative, par exemple, on peut faire ça. On est parti des Grecs. Ensuite, on est passé à l'école. Et peut-être que le futur de l'école, ça peut être ça. Ça peut être une école dans le métaverse. Ça, c'est l'université de Tokyo qui a lancé ça. Mais la réforme éducative, il faut penser aussi que ça crée certains problèmes. Une addiction au téléphone, mais voilà une petite image que j'aime bien. Mais aussi bientôt, avec l'arrivée des Oculus d'Apple, une addiction à ce genre de choses. Parce que déjà là, quand vous lâchez un iPhone, c'est compliqué, ou un téléphone mobile, pardon, et que vous partez sans le matin, vous avez des problèmes, hein, c'est compliqué. Demain, quand on sera tous avec des Oculus à regarder nos séries le soir, quand on les lâche le matin, c'est compliqué aussi, encore plus compliqué. Donc ça crée quand même des soucis. Après, effectivement, il y a une nouvelle politique sociale. Et effectivement, quand même, on ne peut pas se passer de réfléchir à ça, parce qu'à chaque fois, dans les vagues d'innovation, Schumpeter, qui est un économiste, a bien montré qu'à chaque vague d'évolution, il fallait s'adapter et il fallait des nouvelles politiques sociales. Aujourd'hui, il faut plaider pour des nouvelles politiques sociales, quelle que soit la politique, mais il en faut des nouvelles. On ne peut pas continuer avec un modèle comme on a aujourd'hui, parce que demain, il y a ça, et ça, c'est une révolution qui va, la sixième vague, qui va faire encore plus, enfin, qui va transformer beaucoup plus rapidement les gens. En innovation, il faut faire des startups, évidemment. Il faut développer l'entrepreneuriat, l'innovation surtout. Après, les startups, j'y reviendrai peut-être. Vous lirez dans mon bouquin ce que je pense des startups, ça peut être intéressant. Il ne faut pas s'opposer non plus à l'intelligence artificielle, c'est une technologie. Les canuts qui s'étaient opposés au métier à tisser à Lyon, ils ont tout détruit, mais regardez aujourd'hui, il n'y a plus de canuts, il n'y a plus de métier à tisser simple, il n'y a que des usines, il n'y a plus de tisserands. Donc en fait, on peut s'opposer, mais on perd. Il vaut mieux connaître le fonctionnement des intelligences artificielles, avec le fameux proverbe « si vis pacem parabellum », si tu veux la paix, prépare la guerre. Connais au moins la chose qui te fait peur avant de savoir comment gérer la peur. Ensuite, évidemment, comprendre et enseigner l'IA, c'est ce que j'essaye de faire. Il faut savoir que la première chaire algorithme, machine et langage au Collège de France a été faite en 2013. Alan Turing, c'est 1936. Et nous, on a sorti une chaire algorithme, machine et langage au Collège de France en 2013. Donc là aussi, enseigner l'IA, réformer l'éducation. Et puis, cultiver son intuition. Parce que l'intuition, c'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Alors évidemment, il y a un sentiment, c'est un sentiment, une conviction qu'on ne peut pas vérifier, qui n'existe pas encore, mais qu'on a. L'intuition, on l'a. La machine, elle a peut-être une intuition, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on a une intuition qu'on ne peut pas expliquer et qui est différente de ce que font les intelligences artificielles. Et puis, cultiver son sens critique. Je vous renvoie sur un podcast que j'ai fait sur IA Concept, le culte urgent du sens critique. Il faut avoir le sens critique, il faut que tout le monde aujourd'hui ait un sens critique et ne se laisse pas berner par des images qu'on voit, par exemple, dans des deepfakes qui sont des fausses vidéos complètement montées par des intelligences artificielles. Et vous pensez peut-être que c'est vrai, mais il y en a énormément aujourd'hui qui vont arriver et qui ne seront pas vrais du tout. Cultiver son sens critique. Et on peut dire aussi que les emplois ne disparaissent pas. Les tâches disparaissent, mais les emplois ne disparaissent pas. Un chirurgien de demain, c'est ça. Un chirurgien d'hier ou un chirurgien pendant la guerre, c'est différent. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, parce que je ne sais pas comment je lis le truc là. 23,50, voilà. J'ai fait un peu vite. Mais voilà, les fonctions changent, mais les emplois ne disparaissent pas. Pas tous. Donc il y a une note d'espoir quand même là-dedans. Parce que l'humain sera quand même, pendant un temps encore,
je ne pourrais pas vous prédire l'avenir, mais pendant encore un certain temps, un chirurgien restera un chirurgien. La machine pourra faire des choses, mais il y aura quand même derrière des humains qui vont piloter la chose, notamment en Occident. Sur la partie des autres pays et la différence qu'il y a entre la façon dont les pays accueillent l'intelligence artificielle, elle est justement différente. C'est pour ça que j'ai écrit un livre sur la géopolitique de l'IA, parce que c'est complètement différent si on parle de Chine. Mais en tout cas, en Occident, on va rester un peu comme ça. Voilà, j'ai fait très vite, j'espère que je ne vous ai pas perdu, mais parce que je voulais surtout laisser la place aux questions dans la salle. Alors n'hésitez pas pour préparer la journée. Merci Stéphane. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci pour cette présentation. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Pour démarrer, c'est vraiment ce qu'il faut, avoir une vue d'ensemble. La question, j'en avais un peu bricolé, les réseaux de neurones il y a une vingtaine d'années. D'abord, c'était très compliqué. Ensuite, ils avaient des phénomènes de saturation quand on rentrait trop de données. Alors, j'aimerais savoir maintenant, si vous regardez le MIT, détecter des taches, des grains de beauté et trouver ceux qui sont potentiellement générateurs de cancer, c'est peut-être une dizaine de paramètres à prendre en compte avec des photos. Et on a eu besoin de 7000 cas pour affiner le modèle. Alors comment on fait une relation entre ce que l'on cherche à mesurer, détecter, et le nombre d'études de cas qu'il va nous falloir? Parce que par exemple, les voitures autonomes, ça doit être des millions de photos qui ont été traitées. Oui, alors deux axes, il y a deux axes différents. Effectivement, alors c'est toujours le schéma que je vous ai montré au début. Dans l'apprentissage machine, soit on donne à manger, entre guillemets, des bananes à l'intelligence artificielle, on lui dit ça c'est une banane, regarde, et on en met 100 000. Ou dans la voiture, par exemple, ça c'est un humain qui traverse, et on en met 100 000 différents, et la machine va apprendre, et ensuite seulement on la met en production. Il y a effectivement des intelligences artificielles aujourd'hui, on travaille sur des IA où il n'y a pas besoin d'autant de données, parce qu'on veut s'affranchir du problème de la donnée qui est, par exemple, qu'en Europe, on est un peu bridé. Il y a des sociétés qui sont bridées, qui n'ont pas les données qu'elles veulent. Donc effectivement, on prend un set, ce qu'on appelle un dataset, un peu plus petit, beaucoup plus petit, mais en fait, on va l'augmenter, entre guillemets, virtuellement. Donc on est toujours quand même sur de la statistique. Et d'ailleurs, les statisticiens aujourd'hui ont un réel avenir. Quand on faisait de la statistique il y a 20 ans, je dis ça parce qu'en université, on était statisticien. Il y a 20 ans, on savait qu'on n'allait pas avoir beaucoup d'emplois à la sortie. Mais aujourd'hui, il y a un réel succès des statisticiens parce qu'on est vraiment beaucoup dans la statistique. Et c'est là où le risque, parce qu'effectivement, avec des petits datasets, on peut parfois jouer, mais parfois, on augmente trop, le flou des données qu'on crée. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est ça. Une question un petit peu connexe par rapport aux nouveaux métiers qui émergent en lien avec l'intelligence artificielle. Pour les nouvelles générations qui vont chercher les métiers de demain et les métiers qui sont amenés à disparaître, quels conseils vous pourriez donner aux jeunes pour s'orienter vers des carrières prometteuses? Alors, moi, ce que je donne toujours comme conseil, c'est d'avoir une spécialité dans son métier et à côté de ça, avoir une deuxième spécialité qui a rapport à l'IA. C'est-à-dire, je prends quelqu'un qui est dans les ressources humaines, qui fasse son diplôme de ressources humaines, mais qu'à côté, il fasse un diplôme en informatique ou en sciences cognitives ou quelque chose d'autre. Un autre à côté. Et ceux qui sont dans l'IA, eux, c'est encore... comment dire, il y a des nouveaux métiers, effectivement, par exemple, avec ChatGPT, qui sont, par exemple, un prompteur, celui qui va poser des questions à ChatGPT. Aujourd'hui, c'est un métier qui n'existait pas il y a encore 2 ans. Donc, il faut être réactif, en fait. Donc, d'un côté, ceux qui ne sont pas dans des métiers spécifiques à l'IA, c'est se former sur une double, voire une triple compétence, et surtout dans les sciences cognitives ou dans la biologie ou des choses comme ça. Et les autres qui sont dans l'IA, eux, c'est être réactif par rapport aux changements qui se passent, parce qu'il y a énormément de changements, il y a des nouveautés qui arrivent tout le temps, il faut savoir switcher, intégrer les nouvelles inventions et continuer là-dessus. Voilà ce que je peux dire. Double ou triple compétence.
a plein de questions. Bonjour. Alors moi je voudrais savoir, c'est une question un peu particulière, est-ce qu'il serait bon d'essayer de mettre un peu de morale dans tout ça? Est-ce qu'on peut moraliser les IA? Parce qu'on ne sait pas à quel point l'usage qu'on peut en faire va nous déborder. Par exemple, si on a une IA qui gère la bourse, elle peut déclencher peut-être des famines parce qu'elle va optimiser des flux financiers. Voilà. La complexité de cette question, c'est que la morale, alors on peut parler de morale, on peut parler d'éthique. En fait, l'éthique est différente selon les différentes cultures. Je ne vais pas parler de pays, mais je vais parler de culture. L'éthique chez un Chinois n'a rien à voir avec l'éthique d'un Français, n'a rien à voir avec l'éthique d'un Européen, d'un Africain, etc. Donc il y a vraiment des différences. C'est pour ça qu'on ne peut pas poser d'éthique mondiale, sachant que les algorithmes sont mondiaux. En fait, c'est pour ça qu'on diffuse ChatGPT dans le monde entier. C'est parti d'un coup. Les réseaux sociaux, c'est dans le monde entier, à part si on met des barrières à l'entrée du pays, comme en Chine, etc. Mais ce principe de diffusion mondiale s'oppose en fait aux principes éthiques qui sont culturels. Et ça, effectivement, c'est un souci. Alors l'Europe, par exemple, essaye de mettre des normes. Elle essaye de mettre des normes, mais il faut être puissant pour mettre des normes et pour les faire respecter. Sinon, on n'arrive pas. Il y a tout un chapitre dans mon livre là-dessus. Les normes sont faites pour ceux qui sont puissants et qui veulent imposer leur modèle. À ce moment-là, ils mettent des normes. Les normes ISO, par exemple. Si on ne l'est pas, on peut mettre les normes qu'on veut, ça ne changera rien. Donc il faut d'abord avoir une puissance, quelle qu'elle soit. Moi, je pense que ce n'est pas dans l'IA que l'Europe peut trouver sa puissance, c'est dans l'énergie qui sous-tend toute l'IA. Donc je pense qu'il vaut mieux faire des startups en énergie, développer les filières d'ingénierie nucléaire, etc., pour avoir une puissance et pour pouvoir dire aux autres, après, mais nos normes en IA, c'est ça, mais en même temps, on a la puissance de l'énergie pour vous dire, on va les faire et vous les respectez. Sinon, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, on est dans ce cas où l'éthique ou la morale, on n'arrive pas à la mettre en place parce que de toute façon, aller mettre une morale à des développeurs chinois, ça ne marche pas. Parce qu'on n'a pas la puissance. D'autres questions? Oui. Je suis allé très très vite dans ma présentation. J'espère que vous avez suivi parce que je me rends compte qu'il y a plein de temps. Mais c'est bien, il y a plein de questions. Je ne sais pas si on m'entend bien. Alors, c'est une question et en même temps une réflexion. Moi, je trouve ça formidable. C'est pas mon truc. Voilà, je suis pas attachée à ce genre de choses. Moi, je trouve que vous parlez qu'il y a une transformation des métiers, qu'il faut lancer l'IA, qu'il faut avoir plusieurs, pour les jeunes, plusieurs types d'approches. Alors, elle est coûteuse déjà, je trouve. Faire des Sciences Po, il faut pouvoir, sciences politiques, transformer les métiers où ça apporte une aide pour qui déjà. Ça reste ambitieux, mais comme vous disiez, le mot smart, il faut que ça soit aussi un enjeu mesurable. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, pour des métiers plus classiques, plus sur la terre, sur l'environnement, je trouve que ça a ses limites, en tout cas. Et ce qui m'interpelle, c'est aussi, vous dites qu'il faut un peu inonder sur l'IA, mais jusqu'à quand et jusqu'où? On dirait qu'il y a une problème quand même de limite dans le déversement. Créer des startups, oui, mais tout le monde n'est pas fait pour ça aussi. Et j'espère que demain, il n'y aura pas que des startups, parce qu'on voit la limite quand même déjà d'Internet. Tout le monde ne peut pas déjà avoir du réseau. Enfin, voilà, il y a quand même plein de questions en dehors de l'éthique, de la morale, du côté pratico-pratique et de ses limites, et que tout le monde ne peut pas s'accrocher à ça. Et il y a aussi l'envie au-delà du besoin. Donc je trouve que, voilà. Est-ce que vous avez, vous, dans votre expérience, puisque vous avez l'air d'être quand même bien au fait, et vous l'êtes, voilà, apporter je sais pas, par rapport à l'environnement aussi, une question, avoir des startups, il y a aussi une question d'eau, d'environnement, enfin voilà, peut-être que je trouvais des réponses dans votre livre ou dans vos ouvrages, mais voilà, quelles sont les limites et est-ce que c'est mesurable en tout cas dans les investissements? Alors, merci pour cette question. Ce qu'il faut comprendre, ce que j'essaye de démontrer, c'est que c'est une révolution industrielle. C'est pas comme on crée un nouveau site web ou comme on crée une nouvelle
une nouvelle forme de je ne sais quoi. C'est une révolution. La façon de cultiver la terre aujourd'hui a changé avec l'intelligence artificielle. La façon de faire des graines en termes d'ADN et de ce qu'on met dedans a changé avec l'IA. C'est une révolution. Alors, il faut la prendre effectivement pour ce que c'est. C'est des outils. Pour moi, je crois que c'est des outils qui sont soit bons ou soit mauvais, comme une hache. Une hache peut tuer comme un tomahawk ou construire une maison. Mais ce sont des outils qui sont super intéressants pour vivre mieux. Comme l'électricité a été super intéressante pour vivre mieux. Après qu'on ait, comme aussi la voiture, à un moment donné, fait que Paris n'avait plus de crottin de cheval dans ses rues et les gens étaient étouffés à la fin par l'odeur du crottin de cheval parce qu'il y avait trop de chevaux. Quand on a mis la voiture en place, au début, on a dit mon Dieu, ça va, c'est une catastrophe, etc. Mais en fait, ça a enlevé. Bon, après, ça a rajouté d'autres problèmes qu'on est en train de résoudre avec de la technologie aussi. Mais bon, je suis pas un technophile convaincu, moi. Je pense qu'on est très bien à vivre dans sa montagne avec ses chèvres. Ça, c'est évident. Le sens de la vie, et il y a tout un pan de choses qui resteront à l'humain. Le sens du contact, le sens de tout ce qui est énergie, tout ce qui est réflexion entre humains. C'est mon deuxième livre, en fait, qui donne une solution comme ça à la fin. Mais en même temps, il faut comprendre que c'est une révolution, et c'est ce que je disais, même si on n'est pas forcément pour, il faut y aller, il faut regarder ce que c'est, parce qu'on n'est pas forcément pour avoir de l'eau courante, et quand les Romains ont inventé l'eau courante, c'était super, quoi, ou les égouts. On n'est pas forcément pour les égouts, mais à un moment, ils y sont là et c'est cool. C'est mieux que de ne pas les avoir. Donc il faut arriver à faire son beurre. Après, le problème, et ce dont je parle aussi dans mon livre, le problème, c'est que nous, on ne maîtrise pas. On est consommateurs de ça. Les deux qui sont les créateurs et ceux qui poussent tout ça, c'est les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Parce que les créateurs d'intelligence artificielle, c'est eux. Et nous, en Europe, on a un retard. On a certes des belles startups, on a des choses intéressantes, mais en termes économiques, la puissance c'est les deux-là. Donc il faut être un peu éveillé à ça, effectivement, et trouver des solutions. Et c'est pour ça que je disais que les solutions pour s'en sortir, c'est d'avoir une puissance et pouvoir discuter avec ces gens-là. Et pour discuter avec ces gens-là, il ne faut peut-être pas passer par l'IA, il faut peut-être pas passer par d'autres moyens. Voilà. On a tous compris que l'humain a créé l'intelligence artificielle. Si demain, l'intelligence artificielle crée l'intelligence artificielle, l'humain, on le met où maintenant ? Oui, alors ça c'est... alors il y a deux choses. Il y a effectivement... moi je crois beaucoup à l'intelligence artificielle pour réguler l'IA. Parce qu'il y a une question, on parle beaucoup des boîtes noires, des boîtes blanches. Est-ce qu'on sait ce qui se passe dans les réseaux de neurones ? Est-ce qu'on ne sait pas ce qui se passe, etc. Moi, j'ai toujours été persuadé que c'est des boîtes noires et qu'on ne sait pas ce qui se passe. Dans des réseaux de neurones chinois qui viennent en Europe, on ne sait pas ce qui se passe. Même si on peut dire on a mis de l'éthique, on a mis tout ce qu'on veut. Et seule une intelligence artificielle pourra gérer, regarder ce qui se passe et dire vraiment, bah là, tiens, ça va, ça va pas. Donc il y a un avenir pour des IA de contrôle. Ça, pour moi, c'est certain. Après, effectivement, il y a eu des essais de laisser une IA libre. Et par exemple, AlphaGo, quand on a fait le jeu de Go, ils ont laissé un moment des IA sans les règles, sans rien, jouer entre elles au Go. Voilà, ils avaient un plateau, il faut jouer comme ça. Et ils ont fait jouer des parties entre différents programmes. Et les programmes entre eux ont fait qu'ils ont été les meilleurs du monde. Donc ça arrive, ça c'est sûr que mettre des IA avec des IA, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Nous, en Europe, on a l'homme dans la boucle. On est dans la boucle de l'IA. On arrête quand ça ne va pas. Il y a d'autres pays, les Américains sont à côté de la boucle, ils regardent tourner l'IA, puis ils disent, eux, ils ont le compteur général, ils peuvent tout couper, mais ils laissent tourner quand même. Et les Chinois, eux, ils laissent tout. Ils sont hors de la boucle. Et ils laissent tourner le truc tout seul. Et effectivement, ces IA-là, ce sont des problèmes, parce qu'on revient à la géopolitique de l'IA, et il y a des sociétés humaines qui laissent tourner des IA toutes seules. Et nous, si à côté, on n'est pas réactif par rapport à ça, ça pose des problèmes. Voilà. Donc effectivement, c'est un enjeu global. Et c'est pour ça qu'il faut que tout le monde se saisisse de cette question. C'est une question mondiale. Et que tout le monde ne voit pas les choses pareilles. Et qu'on doit pouvoir avoir une place, chacun, pour voir les choses de la façon dont on veut les voir. Moi, je crois à ça. Après, vaste vœu. Attendez.
Bonjour. J'ai une question et je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux par rapport à des sociétés ou autres. Problème très égoïste. Dans le juridique, en ce moment, se lancent plusieurs, alors je veux dire start-up pour ne pas donner le terme, de conseils juridiques directement faits par de l'IA. Donc vous avez montré que les chirurgiens, pour l'instant, restaient des chirurgiens et qu'il faut encore qu'ils soient à la manœuvre. Le principe de l'écrit, c'est qu'il reste figé. Donc on a un peu moins besoin de l'humain, si ce n'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'intuition. L'intuition d'un texte écrit, il est moins présent. Est-ce que vous pensez qu'il ne peut pas y avoir un risque de nivellement par le bas, puisqu'on va systématiquement par l'IA reproduire, d'ailleurs la statistique que vous montriez tout à l'heure sur être une et il choisit ami, et de temps en temps un autre. Mais s'il ne choisit que de temps en temps un autre, où est l'intuition, où est la liberté dans ce type, alors pas forcément, là je parle du droit très égoïste, mais sur d'autres métiers, sur l'économie, sur la gestion, sur la bourse, j'ai entendu une question qui correspondait aussi tout à l'heure, est-ce qu'un nivellement par le bas n'est pas à craindre sur du long terme ? Alors c'est complètement ce qui s'est passé avec ChatGPT. Au départ, c'était un élément, un logiciel qui donnait des bonnes réponses, des trucs intéressants, hein. Et on s'est rendu compte, à quelques temps après, j'ai pas mis la slide, mais il y avait une baisse déjà d'intérêt pour la chose. Et en plus, en termes de statistiques, le nivellement ces statistiques, vous avez une courbe de statistiques, et puis petit à petit, elle se nivelle. Mais elle ne se nivelle pas par le haut, par les intérêts, elle se nivelle par le bas. Si vous prenez les réseaux sociaux, là encore, je vous renvoie à mes écrits, les réseaux sociaux, c'est un nivellement par le bas, c'est affligeant. C'est affligeant. Et c'est pour ça que c'est une technologie, c'est une révolution, mais il faut la prendre comme elle est. Il ne faut pas la prendre faut pas penser qu'on va être plus intelligent. Il y a plein de jeunes aujourd'hui, ils ont plus rien, ils ont juste un téléphone, ils disent ouais, je sais tout parce que j'ai Google avec moi. Mais non, en fait, ça ne veut rien. Alors c'est bien parce que ça rejoint la phrase tout ce que je sais, c'est ce que je ne sais rien, c'est sûr, mais eux ne le savent même pas qu'ils savent rien. On va encore plus loin là. Mais effectivement, c'est un nivellement par le bas. Le plus bel exemple, c'est les réseaux sociaux. Dans ce cas-là, quelle serait votre solution ou hypothèse de solution ? Le sens critique, l'intuition, le sens critique. Oui, avoir le sens critique sur ce qu'on regarde. Oui, mais dans ce cas-là, c'est l'humain. Oui, c'est l'humain qui donne. En fait, la formation doit donner aux jeunes le sens critique, même aux jeunes ou à nous, hein, le sens critique des choses. De pas toujours dire oui, ça, c'est bien, c'est ça qu'il faut. Quand on regarde n'importe quel film Netflix aujourd'hui, avoir le sens critique montre que quand on fait des romans, on a un déroulé typique dans un livre de comment écrire un roman. Toutes les séries aujourd'hui de Netflix sont faites comme ça. Ça devient affligeant parce qu'en fait, chaque fois qu'on regarde une série, que ce soit dans la guerre, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans ce qu'on veut, on a le même déroulé avec ce qu'on appelle l'apex de l'intensité qui se passe à toujours au même moment et ça revient. Enfin, vous l'avez remarqué, quoi. C'est donc en fait, on est sur des calques, qui font que ça fonctionne chez nous parce qu'on est humain et on est comme ça. Mais le sens critique, c'est aussi quand on voit un robot passer, un robot chien qui s'assied devant nous, comme j'ai vu l'année dernière, c'est pas aller le caresser. Le sens critique, c'est de se dire bon, c'est des rouages, c'est des réseaux de neurones qu'on a formés, et c'est pas d'aller le caresser parce que cet anthropomorphisme-là, il faut s'en sortir et on s'en sort qu'avec le sens critique. Pensez à ça. L'anthropomorphisme des choses, c'est. Donc, qu'est-ce qu'il faut donner aux enfants, en fait, comme formation ? Est-ce que la culture académique, elle a toujours sa place ou quand on voit l'environnement là ? C'est vrai que c'est très compliqué parce que ayant des enfants, je sais que pour les faire lire des livres, c'est compliqué, par exemple. Mais il faut donner de tout et à dose normale. Il faut pas leur interdire les tablettes parce que l'interdit, c'est quelque chose vers lequel on va. Donc c'est malin d'interdire toutes les tablettes, etc. L'enfant, il va essayer d'y aller parce que c'est quelque chose, s'il est curieux, tiens, c'est intéressant, je vais aller contre donc, mon parent et je vais aller voir la tablette. C'est pas la peine. Il faut lui dire, voilà, tiens, regarde ça existe. Regarde ça existe. Il faut ouvrir à la curiosité. Aujourd'hui, les enfants sont plus curieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la curiosité des enfants, il faut parfois la chercher parce que je ne parle pas des CSP++, hein. Je vois certains qui hochent pas la tête, mais généralement, les enfants sont moins curieux qu'avant. Vous avez regardé la curiosité, regarder tout et ne pas interdire les choses. C'est pas la peine d'interdire. J'avais une professeure qui me disait je vais interdire ChatGPT dans ma classe. C'est pas la peine parce que moi j'ai un copain qui est chirurgien
Il me dit, mais j'ai eu mon mémoire, là, j'ai fait ChatGPT, ça m'a gonflé d'écrire tout ce qu'il y a à écrire. J'ai fait ça, et puis j'ai corrigé avec ce que je voulais mettre, mais j'ai gagné du temps, et c'est génial. Et j'ai eu la meilleure note, un chirurgien. Et le mec est bon, hein, c'est pas un chirurgien qui est nul. Donc il faut pas se contraindre et fermer des portes. Par contre, il faut ouvrir à tout un tas de choses, notamment la lecture, essayer de faire marcher la mémoire, essayer de faire marcher d'autres sens qu'on n'a plus là. Voilà. C'est ce que je pourrais proposer. Une dernière question très rapide. Non? Bon, on va clôturer là, alors, pile, dans le temps. Je rappelle juste que donc, tu seras en dédicace. Oui, vous pouvez l'applaudir, pardon. Merci pour toutes vos questions. Merci, en tout cas, c'était très enrichissant. Et, les débats aussi, les questions, c'était de haut niveau, c'était cool. Donc, je rappelle, tu es en dédicace de 12h à 14h. Juste à côté, il y a un mini-salon du livre. Vous pouvez y aller aussi dès maintenant. Il y a Luc Julia qui dédicace son livre. Si vous ne connaissez pas Luc Julia, vous connaissez sûrement Siri. C'est celui qui a inventé Siri. D'accord? Donc, vous pouvez y aller. Il a sorti son livre. Toi, c'est de 12h à 14h. Si tu veux juste teaser un peu ton livre pour donner aux gens envie. Alors, la géopolitique, pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle n'a pas les algorithmes, l'informatique n'a pas les mêmes frontières que la géopolitique dont on parle habituellement. Habituellement, la géopolitique, c'est l'Occident, l'Europe, la France, la Russie, les États-Unis. Là, les IA, elles n'ont pas ce type de frontières. Donc, ça crée un certain nombre de différences dans l'approche. Et ce livre est organisé en plusieurs parties. La partie société, la partie géopolitique, la partie économie, la partie défense, la partie biologie, la partie médias. Et en fait, on peut lire chaque partie séparément. C'est complètement accessible. Le meilleur exemple que j'ai, c'est que j'ai un caviste qui a lu mon livre et qui m'a dit « j'ai tout compris ». Ça fait un peu peur, ça fait réfléchir, mais j'ai tout compris. C'est un livre qui est accessible à tous, voilà, que j'ai voulu rendre accessible à tous. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous. Prochaine conférence des IA-Conf, donc proposée par la Maison de l'Intelligence Artificielle et le département, c'est dans 10 minutes à 11h avec le thème de IA et littérature. Et ça sera en compagnie de Raphaël Dohan et Laurent Daudet. Voilà. Merci.